100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois M. Ekissi Achi, secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire et candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Monsieur Ekissi Achi, bonjour. Bonjour Angerman. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. C'est à vous le merci. Nous en sommes très honorés. Vous êtes papa de 7 enfants. C'est ça. Je ne me suis pas trompé? Non. Alors vous êtes aujourd'hui à la retraite. Je suis à la retraite. Vous étiez un haut cadre de la Petrosi. Exactement. Et vous allez porter les couleurs des communistes à la prochaine présidentielle. Pourquoi? Je vais porter, disons, le programme des communistes au présidentiel 2015 pour l'alternative politique. Parce que l'état des lieux montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, au plan économique, au plan politique, au plan social. Et jusqu'à présent, les communistes n'ont pas encore présenté publiquement leur programme, leurs perspectives, leurs visions. Et donc, c'est le moment. C'est le moment. Alors, monsieur Ekissi Achi, parmi les Ivoiriens, il y a les plus jeunes qui ne connaissent pas, mais les anciens, eux, connaissent le communisme, le Parti communiste. Alors, comment vous expliquez cela? Les anciens connaissent non pas le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, mais le communisme, parce qu'il y a eu un temps où le mouvement communiste était très fort dans le monde, où notre pays colonisateur ou néocolonisateur, la France, avait un parti communiste qui était connu, respecté, parce qu'il a contribué à l'émergence et à l'évolution des sociétés et a défendu les peuples de Côte d'Ivoire à des moments cruciaux. Donc effectivement, les vieux, les anciens, ils ont encore cette histoire, ces histoires dans la tête. Ils ont encore ça. Maintenant, les jeunes qui sont nés après 90 ou même un peu, enfin, qui sont venus à la maturité, en 90 ou avant 90, on leur a présenté, on leur a dit, grosso modo, le communisme, il est mort. Au niveau mondial, il est mort, le communisme est mort, il n'existe pas. En Côte d'Ivoire... Ou que c'est ringard. Ou c'est ringard. Bon. Alors, en Côte d'Ivoire, tous les groupes communistes, plus ou moins tous ceux qui se réclamaient du communisme, et qui pouvaient porter effectivement le flambeau du communisme, beaucoup se sont reconvertis à la social-démocratie. Donc abandonner le communisme pour faire plaisir à ceux qui disaient que le communisme était mort. Et pourquoi vous avez continué de... Parce que nous avons la conviction que le communisme n'est pas mort. Le communisme n'est pas mort parce que l'autre face de la société dans laquelle nous vivons, c'est le capitalisme. Et tant qu'il y a le capitalisme, il y a la lutte pour le socialisme. Donc il y a la place pour le communisme. Alors, vous pensez que vous êtes candidat donc à la présidentielle pour porter ce discours-là, et vous pensez que le premier chantier à ouvrir en tant que, si jamais vous étiez élu, président de la République, le premier chantier, ce serait de faire de sorte que les Ivoiriens je vous cite, se réapproprient leur pays. Exactement. Il faut que les Ivoiriens se réapproprient leur pays, parce que le constat aujourd'hui, c'est que l'essentiel de la Côte d'Ivoire est pensé, réfléchi et par l'extérieur. Alors il faut que les Ivoiriens se réapproprient leur pays, au plan militaire, au plan politique, au plan économique, au plan de la pensée, je dirais même au plan culturel. Il faut que les Ivoiriens se réapproprient leur pays. C'est ce que nous appelons l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis le candidat de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Très bien. Vous aurez les moyens
de mettre en œuvre ce programme? Le plus important, c'est d'abord l'acceptation du programme et l'adhésion à ce programme-là. Une fois qu'on adhère à ce programme, on se donne les moyens de réaliser. Les moyens se construisent, se cherchent. Et nous pensons que si effectivement les Ivoiriens, dans la grande majorité, optent pour ce programme, donc s'approprient ce programme, les Ivoiriens, avec le gouvernement donc, du PCRCI, trouveront les moyens de réaliser ce programme. Soit pas à pas ou au pas forcé, si effectivement c'est nécessaire de le faire au pas forcé. Vous avez dit dans votre programme que j'ai entre mes mains, vous avez dit que au plan politique, il y a un gros chantier qu'il faut ouvrir, notamment la refonte de la constitution ivoirienne que vous jugez antidémocratique. Exactement. Effectivement, c'est un élément important de notre programme. Nous disons que nous sommes dans un pays qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui d'état de droit. Ça, c'est un. Deuxièmement, cet état de droit repose sur une constitution qui, effectivement, ouvre la brèche à beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alors, cette constitution, elle est antidémocratique. Elle est confligène. Antidémocratique parce que la constitution ivoirienne aujourd'hui personnalise le pouvoir du président de la République, fait du président de la République un petit roi. Sinon un petit dieu. Un petit dieu qui fait tout. Il est omnipotent. Il est omnipotent, il est partout, il nomme tout le monde, il dessaisit tout le monde de ses biens, il met celui qui veut en prison. Enfin, il désigne ses adversaires politiques aux compétitions électorales. Oui. Parce que la Constitution lui permet de nommer le président du Conseil constitutionnel. Vous ne parlez pas seulement du président Ouattara. Tous les présidents, mais en particulier lui. Oui, tous les présidents, mais en particulier lui. Cette Constitution, bon, la Constitution... il n'a fait qu'hériter de cette Constitution. Donc, effectivement. Et il nomme le juge, le président de la Haute Cour de justice, qui n'est pas mis en place. Et ça, vous trouvez que c'est une injustice? C'est vraiment, c'est inadmissible. Parlons du président Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il est éligible ou pas? Il y en a parmi la classe politique ivoirienne qui disent, voilà, il n'est pas éligible. Alors pour nous, c'est un débat qui est dépassé. C'est un débat qui est dépassé parce que justement cette constitution que nous remettons en cause, a été triturée dans tous les sens. Parce que justement, ça ne fait pas la clarté sur la question d'éligibilité. Alors, que les Ivoiriens acceptent de changer cette constitution profondément. Et puis, le juge constitutionnel qui sera libéré de la tutelle du pouvoir pourra décider qui est candidat, qui n'est pas candidat. Parce qu'aujourd'hui, ce juge de tutelle va décider que Ouattara est candidat, certainement. Mais les Ivoiriens défendent une constitution et en même temps disent que le juge constitutionnel ne peut pas s'appuyer, veulent anticiper sur la décision du juge constitutionnel. Donc nous pensons que c'est un débat qui est dépassé, surtout que ça fait quand même la troisième élection sur la base de cette constitution. En 2000, Ouattara a été éliminé par une juridiction. En 2010, une juridiction l'a repêché, enfin disons, a décidé qu'il soit candidat. En 2015, il y a un débat. C'est difficile pour le peuple de se retrouver autour de ces questions-là. Donc nous pensons que c'est... Donc la clé, ça passe par la refonte de la Constitution tout court. Oui, il faut refondre la Constitution. Il faut reprendre cette Constitution et sur la base de cette Constitution, les choses seront plus claires. Alors, Monsieur Ekissi Achi, pensez-vous aujourd'hui que les conditions d'organisation de la prochaine présidentielle sont aujourd'hui suffisantes? Non. Les conditions d'organisation des élections ne sont pas suffisantes et ne sont pas rassurantes. La commission électorale, qui est la cheville ouvrière, l'une des chevilles ouvrières donc, de cette organisation, est chevillée pratiquement au RDR. Et on parlait à moins de 2 mois de la présidentielle, est-ce que c'est pas tard? Oui, c'est tard parce qu'effectivement nous allons aller avec cet handicap.
mais cela présage un peu de ce qui va se passer. Vous vous engagez dans la présidentielle en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Oui, nous savons qu'il y aura des tripatouillages, des tricheries. Et vous y allez quand même? Nous y allons quand même. Et pourquoi vous y allez? Nous y allons d'abord, pour nous permettre de... Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème si vous... Non, non. Nous y allons pour justement nous permettre de dénoncer ces tripatouillages. Parce que rien que ça? En partie. En partie. Pour ça. Et puis aussi, nous permettre d'exposer qu'effectivement, on peut remédier à ça en prenant des décisions, en émettant des lois, en prenant un certain nombre de dispositions. Nos propositions vont dans ce sens. Les propositions de loi que nous faisons vont dans ce sens. À savoir, il faut qu'il y ait une commission électorale qui ne soit pas chevillée au pouvoir exécutif. Il faut qu'il y ait un conseil constitutionnel qui ne soit pas chevillé au pouvoir exécutif. Donc, nous y allons, nous allons dénoncer et nous faisons des propositions par rapport à ça. Vous dites aussi que là, j'en reviens à votre programme, vous dites qu'il faut une large application de l'autonomie administrative locale des régions ou la décentralisation du pouvoir. Qu'est-ce que vous y mettez? Alors, le constat sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi sur la décentralisation. Il y a des entités... Elle est bonne ou pas? Cette loi peut être améliorée, mais surtout, il faut lui donner un contenu. Et elle peut être améliorée pour lui donner un contenu, surtout... Elle est déjà bien appliquée, celle qui existe? Non, elle n'est même pas appliquée. Elle n'est même pas appliquée. Vous avez Ouattara qui a passé 5 ans à faire le programme d'urgence présidentiel, au détriment des budgets qu'on doit remettre au conseil généraux et autres, pour pouvoir, au conseil des régions, aux conseils régionaux, pour pouvoir faire le développement. Il prend les budgets donc, de ces conseils généraux, il fait sa publicité avec. Bon, c'est pas... Le programme d'urgence, c'est anormal. Et donc? Donc, il faut réformer, il faut reprendre, il faut donner le pouvoir dans ces conseils-là. Il faut que ces conseils aient un pouvoir véritablement politique, économique et social. Il faut que ces conseils aient ça. Or, aujourd'hui, c'est des conseils qui ont été conçus à peu près, mais ce n'est pas exactement ça. Il y en a qui pensent qu'il faut, parce qu'il y a des problèmes, vous le disiez tout à l'heure, la CEI, l'insécurité et tout le reste, il y en a qui pensent qu'il faut installer une transition politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, nous sommes de l'avis qu'il faut une transition politique pour aller à des élections transparentes, seulement... Et surtout apaisées. Apaisées. Mais c'est la transparence qui amène l'apaisement, parce que nous ne renversons pas. Le pouvoir Ouattara insiste sur les élections apaisées. Nous disons oui. Il faut des élections transparentes. Une fois que les élections sont transparentes et justes, on a de fortes chances que ce soit apaisé. Parce que quand on commence à mettre la paix avant les conditions de la paix, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc nous disons qu'effectivement, la transition est une solution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les rapports de force sont en faveur de l'opposition ou de ceux qui réclament la transition? Si ces rapports de force ne sont pas réunis, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons oui, il faut se battre pour la transition, mais il faut aller aussi aux élections. Voilà. L'autre pan important de votre programme, c'est l'économie. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui des réalisations économiques sous Ouattara? On a une croissance qui flirte avec les 2 chiffres. Voilà, sur le plan international, aux yeux de la finance internationale, la Côte d'Ivoire est devenue un bon élève ou un bon partenaire. Qu'est-ce que vous pensez des réalisations économiques sous Ouattara? On ne peut pas nier le fait qu'il y a croissance, c'est la réalité. On ne peut pas nier le fait aussi que, effectivement, c'est depuis que Ouattara est là qu'on a cette croissance. Mais tout cela s'explique. D'abord, quand on a détruit, il faut reconstruire et ça fait de la croissance. Quand la Côte d'Ivoire s'arrête sans investissement pendant 10 ans pour cause des guerres, il faut bien reprendre les investissements. Tous les pays dans le monde qui ont connu la guerre ont connu effectivement des taux de croissance élevés à la sortie de la crise. Nous sommes en train de sortir de la crise et c'est normal qu'il y ait ces taux. Mais le problème, c'est que ces taux flatteurs
ne se répercute pas dans la vie quotidienne des Ivoiriens. Ça, c'est un problème. Et Ouattara n'a pas la capacité de résoudre ce problème. Parce que c'est un libéral. Parce que les bailleurs de fonds, tous ceux qui viennent mettre leur argent, une fois qu'ils retirent ça, bon, c'est ça qui l'intéresse. Donc, les Ivoiriens ne peuvent pas bénéficier véritablement de la croissance actuelle sous Ouattara. Donc, il faut effectivement que cette croissance continue, mais il faut que cette croissance bénéficie aux Ivoiriens avec d'autres personnes, telles que le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Vous dites aussi que il y a un gros souci, ça tout le monde le sait, c'est autour du chômage. Aujourd'hui, l'État ivoirien annonce un chiffre d'environ 5% de taux de chômage en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut faire mieux? D'abord, le taux de 5%, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je pense que il faut que le pouvoir Ouattara arrête de se moquer des Ivoiriens. Il n'y a pas 5% de chômage en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de statistiques véritables pour donner le taux de chômage en Côte d'Ivoire, qui peut facilement avoisiner au-dessus, en tout cas, de 30-40%. Bon, on n'ose pas avancer les chiffres parce que si vous n'avez pas fait de statistiques, vous ne pouvez pas avancer. Mais quand on prend les critères qui ont permis de déterminer les 5%, c'est quoi? On prend la définition de BIT, ceux qui viennent s'inscrire sur la liste des chômeurs et qui s'inscrivent régulièrement. Mais c'est ce qui se fait partout. Oui, c'est ce qui se fait partout, mais la réalité, c'est quoi? Vous prenez un chômeur qui se trouve à Tengrela, qui vient s'inscrire à Abidjan ou même en ville à Tengrela, une fois, deux fois, il n'a pas d'emploi. Quand il va s'asseoir au village, il n'a pas envie de sortir. Il est toujours chômeur, mais il ne sort pas. Et quelles sont, vos solutions contre le chômage? Nos solutions contre le chômage sont en quelques mots. Oui, en quelques mots. D'abord, nous pensons qu'il y a des secteurs importants où l'État doit aujourd'hui investir pour créer des emplois. Quand on laisse l'investissement industriel, l'investissement, la production de façon générale aux mains du privé, le privé vient investir dans les secteurs les plus rentables ou les secteurs que lui pense sécuriser pour lui, sécuriser ses. Donc l'État de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de façon générale, nous allons les encourager à investir dans beaucoup de secteurs. Et il y a des secteurs porteurs d'emplois aujourd'hui. Nous prenons l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui qui n'est pas encadrée. Les petits paysans sont laissés à eux-mêmes. Si aujourd'hui nous encadrons cette agriculture, que nous injectons de l'argent, que nous faisons en sorte que cette agriculture est encadrée, cette agriculture peut créer beaucoup d'emplois stables. Nous ne parlons pas des emplois des CDD qu'aujourd'hui les investisseurs privés viennent offrir aux Ivoiriens. Voilà. Voilà, allez-y. Donc, nous pensons qu'il y a des solutions pour résorber le chômage des jeunes, mais il faut encore qu'il y ait une volonté politique qui ne repose pas sur l'ultralibéralisme de Ouattara pour créer ces emplois durables pour la jeunesse, pour les Ivoiriens de façon générale. Alors, votre programme, le voici, il n'est pas chiffré. Oui. Combien va-t-il coûter aux contribuables ivoiriens? Ok. Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est fait exprès. Nous ne l'avons pas chiffré. Et si on n'en a pas idée, comment est-ce qu'on peut l'apprécier? Je vais vous prendre quelques exemples. Notre programme, nous prenons par exemple l'axe de la souveraineté, de la lutte pour la souveraineté. Cela va coûter combien aux Ivoiriens? Pas grand-chose. Le volet économique, c'est ce qui m'intéresse. J'arrive. Ouais. Vous prenez le volet institutionnel. Cela va coûter combien aux Ivoiriens? C'est la volonté politique. Le volet économique. Dans le volet économique, nous avons dit qu'il faut que les Ivoiriens se réapproprient les secteurs stratégiques. On va vous donner un exemple. Les différents secteurs tels que le port, l'ECI ou la CIE plutôt, la SODECI, sont sous concession. Les concessions ont des termes. Une fois que le terme est terminé, il y a combien qu'il faut sortir pour reprendre la gestion de ces sociétés-là. Ensuite, lorsqu'on dit d'investir, d'initier des investissements, mais ces investissements, on peut effectivement les initier avec une bonne étude et obtenir du financement extérieur comme du financement intérieur. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Donc, nous ne voulons pas nous lancer dans des chiffres pour dire, voilà. C'est la volonté d'abord, l'orientation. Une fois que ça c'est fait, les techniciens vont s'asseoir, ils vont voir ce qui est immédiatement nécessaire et indispensable à le faire, et c'est possible. Cela ne sera pas en dessous de ce que Ouattara fait aujourd'hui. Mais
il y a les moyens, la Côte d'Ivoire a les moyens de le faire. Autre point important de votre programme, c'est le franc CFA. Le franc CFA. Vous pensez, comme beaucoup d'Africains, que le franc CFA, ça reste une monnaie coloniale et qu'elle n'est pas du tout compétitive? Oui, vous savez, en 1960, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il y a 4 contrats qu'on appelle les pactes coloniaux. Il y a d'abord le contrat sur l'armée, où il fallait avoir une base armée en Côte d'Ivoire pour protéger les Ivoiriens et les aider à avoir une bonne armée. Au bout de 56 ans, nous sommes à 55 ans et cette armée est encore là. Ensuite, il y a l'accord monétaire pour aider la Côte d'Ivoire et les pays de la zone franc à avoir une économie qui croît paisiblement à l'ombre du franc français pour qu'ils se prennent en charge par la suite. 55 ans après, nos économies ne croissent pas du tout. Nous sommes dans les pays les plus pauvres du monde. Donc, il faut sortir du franc CFA. Mais en faisant quoi? En proposant quoi? Quelle autre monnaie? Mais d'abord, la Côte d'Ivoire est dans une mouvance aujourd'hui de création d'une monnaie CEDEAO. C'est déjà pas mal. Nous soutenons ce projet. Si ce projet aboutit, mais qui ne se met pas sous une monnaie américaine ou française ou autre, nous soutenons ce projet. Maintenant, si ce projet n'aboutit pas pour d'autres raisons, comme on appelle ça, les pays qui constituent ça peuvent avoir d'autres raisons qui font que ce projet n'aboutit pas. La Côte d'Ivoire doit aller à sa monnaie nationale. Sa monnaie nationale, créant sa monnaie nationale. Juste deux petites choses avant la fin de ce rendez-vous. La CNC, la Coalition nationale pour le changement, que vous connaissez très bien, prône le dialogue avec le pouvoir pour avancer sur un certain nombre de questions liées à l'organisation de cette présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous soutenons ces revendications. Nous soutenons absolument ces revendications. Nous sommes d'accord avec la CNC pour qu'effectivement les conditions d'élection soient transparentes. Et qu'il y ait un dialogue avec Ouattara, un dialogue direct. Mais forcément, pour qu'effectivement il y ait, puisque c'est Ouattara qui a le pouvoir, pour qu'il y ait des conditions que lui détient, c'est-à-dire les conditions judiciaires, il faut bien qu'il y ait un dialogue avec Ouattara. Est-ce que vous feriez une alliance possible au second tour, si jamais il y avait un second tour à cette présidentielle, si vous n'étiez pas, si vous ne passiez pas le premier tour, est-ce que... Et que nous ne sommes pas deuxième. Voilà. Est-ce que... Ok. Alors, par rapport aux alliances, d'abord, c'est un peu tôt de se prononcer dessus, mais nous pouvons donner des indications. Nous disons à nos militants, à nos sympathisants, que nous avons un programme. Tous ceux qui vont prendre en compte les bases, les questions essentielles de ce programme, non pas tous les points, mais les questions essentielles de ce programme, nous pouvons faire alliance avec eux. Mais nous savons d'avance qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre un seul point même de ce programme, tel que le pouvoir Ouattara et les RHDP. Donc ils sont exclus de nos cogitations même d'alliance et autres. Mais les autres, on n'a pas encore vu le programme. Nous n'avons pas encore vu le programme des autres. Et dans le débat politique qui va s'instaurer, nous allons voir avec qui nous pouvons nous rapprocher éventuellement, quels sont les programmes qui se rapprochent et quelles sont les discussions possibles. Mais c'est un peu tôt d'en parler maintenant. Monsieur Kissiachi, merci d'être passé par chez nous. Ok, merci beaucoup, Herman. Okay. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.